un organisme de formation qui est devenu un vrai centre de profit à part entière. On fait à peu près 700 000 euros de chiffre d'affaires, donc c'est pas rien. Et le droit peut être un formidable outil de performance économique de nos propres clients. Alors qu'en droit social, c'est toujours vécu comme étant un boulet, comme étant un empêcheur de tourner en rond. Là, je suis en train de leur inculquer une approche complètement nouvelle. C'est un outil pour atteindre des objectifs économiques. Je ne pensais pas qu'il était possible, en affichant clairement son positionnement, d'avoir un retour investissement aussi clair. Et c'est une puissance de frappe phénoménale, c'est-à-dire qu'on s'est identifié tout de suite le profil, on s'est identifié tout de suite les besoins, et on va à une vitesse absolument phénoménale. Enchanté Vincent, on se connaît. Oui. On se connaît très bien parce que t'es client chez nous et moi j'ai bossé chez Anomia avant, donc on se connaît pas mal. Je suis très content de t'avoir sur ce podcast. Moi aussi, Louis. T'es un vrai exemple en termes de développement d'entreprise. Tu es associé fondateur du cabinet d'avocats VLF qui est devenu aujourd'hui Optima Avocat. C'est exact. Et également président directeur général, j'imagine, de Optima Solutions, Optima Formation. Donc qui sont un groupe d'entreprises qui accompagnent les agences d'emploi dans le volet formation juridique et j'imagine accompagnement, développement, coaching et sur tous les aspects qui peuvent les aider à se développer autour de ce secteur. Agence d'emploi, t'entends agence d'intérim, agence de recrutement. Je voulais t'avoir parce que ton entreprise elle a vachement évolué au fur et à mesure de ces dernières années. Tu as une vraie vision d'entreprise. Tu as aujourd'hui créé quand même une structure, vous êtes presque 15 personnes. On est 17 à 17 partir d'aujourd'hui. Magnifique. Et c'est important de voir ce cheminement. Et l'idée, c'est un peu de le voir ensemble. Comment tu as réussi à faire tout ça? Comment tu as choisi ce positionnement? Qu'est-ce que tu mets en place à partir de là pour développer cette idée que tu as eue? Et quelle est la suite? Et je te laisse te présenter. Et moi, j'ai plein de questions autour de tous ces sujets. Alors, donc, mon nom est Vincent Le Faucheur, je suis avocat maintenant depuis plus de 25 ans, donc j'ai 56 ans, et formation travailliste, donc droit du travail, droit de la sécurité sociale. Très vite, tout de suite, après des grands cabinets, Price Waterhouse ou d'autres cabinets franco-français, tout de suite, effectivement, l'objectif entrepreneurial m'a guetté et très vite, j'ai monté ma propre structure. Je me souviens, j'ai commencé dans mon salon avec un fax. Alors évidemment, le fax, ça fait rire. Magnifique. Mais, avec effectivement un ordinateur et une imprimante. Très vite, je me suis confronté aussi au fait de la concurrence. On est 70 000 avocats en France. Je ne suis pas le seul à être spécialisé en droit du travail et droit de la sécurité sociale. Et très vite est apparue une évidence, c'est comment trouver une niche ou d'adopter une approche sectorielle pour évidemment travailler sur une approche de niche. Et j'ai eu l'opportunité d'approcher un modèle d'industrie assez connu, qui est le monde des entreprises de travail temporaire. Donc, dans le secteur des services, c'est un des 3 plus gros secteurs d'activité, c'est 32 milliards d'euros de volume d'activité. Okay. Et j'ai vu effectivement d'abord qui avait des complexités, des spécificités en matière de législation, qui ne sont absolument pas traitées dans la documentation juridique habituelle. Et je me suis dit, pourquoi pas me positionner. Le problème, c'est que ce n'est pas venu tout seul, parce que je n'ai pas voulu tout de suite afficher la couleur, à savoir je suis avocat spécialisé des entreprises de travail temporaire, qu'on appelle les agences d'emploi tout de suite, parce que je craignais, à tort d'ailleurs, d'empêcher d'autres entreprises dans d'autres modèles d'industrie de venir me voir. Et j'ai sauté le pas. Alors je me suis fait accompagner, notamment par Anomia, il y a quelques années, où un des fondateurs d'Anomia qui est parti, Jérôme, m'a dit, mais assume clairement. Ouais. Tu ne vas pas perdre les autres clients qui ne sont pas de ce secteur-là. Au contraire, tu vas les conserver. Tu pourras même en capter d'autres, mais tu vas surtout amplifier ta pénétration sur le marché. Évidemment, là aujourd'hui, ça fait 2 ans que j'ai adopté cette démarche. Et il faut être très clair, j'ai pas tout à fait doublé le nombre de mes collaborateurs, mais pas loin. Alors évidemment, il y a aussi d'autres paramètres, mais ça a été un accélérateur absolument très puissant. Qui s'est concrétisé par un site internet que tu as fait d'ailleurs,
où on a affiché clairement la couleur, et c'est pas pour autant que les autres entreprises d'autres secteurs ne viennent pas me voir. Par recommandation, par d'autres Exactement. biais, j'imagine. Et d'ailleurs, ça a même, c'est assez curieux, et on en parlera tout à l'heure peut-être, suscité des intérêts dans des modèles d'industrie assez proches du travail temporaire. Tout ce qui tourne autour des entreprises de portage salarial, tout ce qui tourne autour des groupements d'employeurs. Donc, en fin de compte, c'est un business très voisin, c'est très périphérique. Et c'est assez drôle parce que, pour le coup, je devrais étendre mon offre à ce qu'on appelle les tiers employeurs. Hein. D'ailleurs, je sauterai probablement le pas là-dessus. Mais ça ne m'empêche pas d'enregistrer des conquêtes de marché dans des entreprises de bâtiments, de high-tech et autres. Donc, et d'ailleurs, on en a discuté tout à l'heure, je vois de plus en plus de jeunes confrères, surtout, qui osent effectivement cette démarche sectorielle. J'ai vu récemment une consoeur qui a affiché voilà, je suis spécialisé en droit social dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants. Ouais. Il y a des particularités, je trouve ça génial. Ouais, il y en a d'autres. J'ai rencontré 2 jeunes confrères qui sont spécialisés dans la TVA. Ils ne font que de la TVA, rien d'autre. On les a eu dans le podcast. Voilà, exactement. Et donc voilà, c'est assez intéressant. Et je pense que dans le virage qui est en train de connaître notre profession, notre modèle d'industrie, comme on dit, je pense que c'était assez incontournable. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme étant un véritable succès. Et je suis allé plus loin. J'avais déjà entrepris cette démarche il y a quelques années, mais je l'ai amplifiée. Outre cette approche sectorielle, je me suis dit, de toute façon, notre métier évolue, il faut être très clair. Quand on voit le nombre de contentieux prud'homaux pour des travaillistes que je suis, non, mais c'est le jour et la nuit. Enfin, je veux dire, on a perdu quasiment 50% de notre chiffre d'affaires sur ce centre de profit. Et c'est d'aller proposer à nos clients, dans une démarche cohérente, des prestations complémentaires. Alors en plus, ça tombe bien, c'est qu'enfin, notre profession a ouvert la possibilité, et ça s'est traduit dans la loi, par la possibilité que des cabinets d'avocats ou des avocats puissent prendre des participations dans les sociétés commerciales à condition que ça soit une activité accessoire de leur activité. J'en ai profité, je l'avais fait depuis des années. C'est donc un organisme de formation qui est devenu un vrai centre de profit à part entière. On fait à peu près 700 000 € de chiffre d'affaires, donc c'est pas rien. C'est pas juste un gadget histoire de faire joli. Ça nous permet d'offrir à nos clients des formations juridiques. Il faut être très clair, je vais être assez cash, tu me connais, on gagne beaucoup mieux notre vie à faire de la formation juridique que d'aller plaider au Puy-en-Velay ou à Brest ou à Paris. C'est triste à dire, mais c'est une réalité, ça fait partie d'une évolution de notre profession. Et d'ailleurs, j'embarque tous mes collaborateurs à faire de la formation, et c'est loin d'être facile, parce que d'aller plaider, d'être brillant, d'être talentueux, ça n'a rien à voir que devant un public qui n'est pas forcément un public de juristes, aborder des sujets complexes, ça demande, et d'ailleurs, ils sont tous très demandeurs, et ça se traduit par une approche beaucoup plus opérationnelle dans le conseil qu'ils peuvent délivrer au quotidien. On n'est plus dans des consultations juridiques qui font 40 pages ou que seul le juriste peut comprendre. Non, on a en face de nous des dirigeants ou des DRH. Il faut qu'ils comprennent d'un point de vue opérationnel. Et la formation aussi aide. Ce qui les rend plus pédagogues après derrière dans leurs prestations d'ailleurs, en tant qu'avocat. C'est un peu l'approche du legal design. C'est de parler en langage clair, pas en langage vulgarisé, mais en langage clair. Et j'ai poussé encore le bouchon plus loin. Là, j'ai dû m'associer avec un ami de promotion, Franck Isel, qui est DRH, qui a une longue expérience dans des grandes entreprises, et qui, là aussi, s'est dit, pourquoi pas moi, l'entrepreneuriat. Et je lui ai dit, écoute, c'est très bien. J'ai besoin d'accompagner, enfin d'offrir à mes clients un accompagnement. Donc, on s'est associés. Donc, c'est lui. Tes clients t'ont demandé un peu avant de vouloir... Non, mais je suis en train de créer l'offre. Je suis en train de créer un vrai besoin. Ils avaient déjà auparavant des accompagnements en RH et autres. Vous voyez, je te donne un exemple. On a un de nos clients qui veut se transformer en entreprise à mission. Bon, c'est pas simplement que le changement d'un objet social, c'est tout un accompagnement culturel des équipes, des managers, etc. Donc, Franck accompagne cette entreprise. Et donc c'est un client du cabinet. Donc voilà. Et donc c'est assez amusant, c'est qu'on est en train de créer un modèle qui n'est pas du tout inédit dans les sociétés commerciales, mais dans les professions libérales et en particulier les avocats, est inédit, ce qu'on appelle le cross-selling. C'est-à-dire qu'un collaborateur qui a un client en face de lui ou au bout du téléphone, qui identifie un besoin, sachez, on a un module de formation dédié à ça. Ça a cartonné, et c'est extrêmement fluide. D'abord, c'est assez amusant.
Avant tout, un avocat, c'est avant tout un chef d'entreprise. Donc, il faut savoir aussi vendre. Et puis après, derrière, assurer la dimension technique du sujet. Et là, on a eu une réunion ce matin où Franck, mon associé sur la partie conseil RH, a expliqué aux uns et aux autres du cabinet les types de missions qu'il réalisait pour que là aussi, on fasse du cross-selling sur cette partie. Voilà. Finalement, j'ai une problématique qui m'est soulevée ici. Je peux l'emmener sur soit de la formation. Du coup, tu n'arrives plus en pompier, j'éteins le feu parce que juridiquement c'est compliqué, mais on prévoit maintenant, ça vous arrivera plus parce qu'on va vous former et en plus de ça, on va vous transformer la boîte pour que ce soit en adéquation. Et donc on crée aussi des besoins chez les clients. Et d'ailleurs, c'est aussi le modèle. Enfin, c'est le modèle du chef d'entreprise de créer des besoins et de pas. C'est ce que j'ai dit à mes. De pouvoir répondre à des besoins déterminés. Moi, j'ai dit à mes équipes ce matin. On a un petit rituel le lundi matin. C'est de dire, fini, on ne peut pas se contenter que de flux entrants, c'est-à-dire des demandes de flux entrants. Il faut aller susciter les besoins chez les clients. Et le droit peut être un formidable outil de performance économique de nos propres clients. Alors qu'en droit social, c'est toujours vécu comme étant un boulet, comme étant un empêcheur de tourner en rond. Là, je suis en train de leur inculquer une approche complètement nouvelle. C'est un outil pour atteindre des objectifs économiques. Et là, le climat actuel, qui est comme un climat assez complexe, favorise aussi ça, parce que c'est un discours qui est différenciant. Et les entreprises disent, apporte-moi des solutions nouvelles. Et donc, c'est clair. Et puis là, je vois plein d'avocats qui font... je pense notamment à des gens qui sont avocats et après me disent, j'ai aussi ouvert une agence de com pour avocats parce que je suis avocat. Donc... Mais en fait, là où la différence avec toi, et c'est là où je trouve que la réflexion a été bonne, c'est que tu as un client et tu t'es concentré sur ses besoins plutôt que de te dire je sais faire d'autres choses donc je vais les proposer à des personnes déterminées. Là, tu as déjà la clientèle, c'est le plus dur à avoir. Une fois que tu as les clients, effectivement, d'aller tourner autour de ça et de comprendre ces problématiques, c'est beaucoup plus smart que de dire je sais aussi faire ça donc je vais le proposer aussi. Bien sûr. Ça crée un écosystème très cohérent. Alors après, je ne sais pas ce qu'on peut inventer d'autre, mais enfin bon. Non, déjà, tu as pas mal de structures à organiser. C'est ça, exactement. Et je pense aussi ça transforme aussi l'état d'esprit aussi des avocats qui nous accompagnent. Surtout, il y a des jeunes, des moins jeunes. Leur dire effectivement, de toute façon, il faut être très clair, dans 10 ans, notre profession ne sera pas celle qu'on connaît aujourd'hui. Donc, soit vous embarquez avec moi, vous prenez le train avec moi, soit vous restez sur place et on verra ce qu'il y a. Mais il y aura forcément du sang sur les murs. Il faut être très clair. Tous les modèles d'industrie sont en train de se transformer. Le Covid n'a été qu'un accélérateur, c'est pas la cause. Bon, voilà. Et c'est valable pour les experts comptables, c'est valable même pour les dentistes, c'est valable pour les médecins. Il faut décrouter un peu tout ça. Moi, je te reposerai la question après. D'abord, avant ça, autour de ton positionnement, finalement, c'est la technique et c'est la connaissance d'un marché qui t'a fait ton non-fair advantage, si on peut le dire en anglais, en gros, le fait de te lancer sur cet aspect-là. Est-ce qu'il y a eu d'autres réflexions que tu as eues ? Est-ce que c'est parce que tu as eu des premiers clients d'agences d'emploi qui t'ont contacté où tu t'es dit « Ah tiens, c'est quand même assez spécifique ici ». Alors, il faut être très clair, dans toute histoire, il y a effectivement le hasard. Le hasard, c'est qu'on m'a mis en relation avec un dirigeant qui est décédé malheureusement, d'un groupe de travail temporaire de certaine taille, qui cherchait un avocat ou un juriste qui pouvait animer des formations juridiques auprès de ses équipes, donc sur la particularité du travail temporaire. Et donc, on m'a mis en relation. Il faut être très clair, je lui ai fait croire que j'étais le roi de la piste sur le sujet. Je n'y connaissais rien. Mais c'est beau à dire, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de gens, ils cherchent un positionnement et ils se disent non, mais moi j'aime bien ça. À la limite, j'hésite parce que j'aime bien, mais je ne ressens pas justement de différence profonde sur un. Et donc, il se crée effectivement un storytelling. Mais au bout d'un moment, quand il en fait 2, 3, 4 fois, ça y est, ça devient au fur et à mesure. Donc, il faut être très clair. Toute histoire commence par le hasard, le fruit d'une rencontre. J'ai trouvé effectivement ça séduisant, la formation déjà. Et d'abord, j'ai créé mon organisme de formation à l'époque, mais en dehors de mon cabinet, puisque à l'époque, le règlement intérieur du barreau nous interdisait à faire de la formation. Donc j'ai dû faire, et j'ai dû mettre un gérant de taille, évidemment, parce qu'à l'époque, aujourd'hui, c'est clairement assumé. D'ailleurs, depuis l'entrée en vigueur de la loi, enfin de l'ordonnance de cet été, ma holding va prendre une participation. Donc ma holding d'avocats, une participation dans cet organisme de formation, ce qui n'était pas autorisé avant.
Bref, les choses changent, on voit bien, même sur un terrain purement législatif, les choses changent. Donc voilà, donc c'est le fruit du hasard, et c'est là aussi, je me suis dit, c'est des tests. C'est-à-dire que je partais de zéro, il fallait bien qu'on trouve un point d'entrée sur un marché. Je me suis dit, ça va être les entreprises de travail temporaire, avec un outil aussi, la formation, parce qu'il faut être très clair, là aussi, à l'époque, c'était il y a plus de 25 ans, la publicité ou le démarchage était strictement prohibé. Ouais. Bon, il est plus ou moins autorisé, très encadré, mais autorisé. À l'époque, donc j'ai dû utiliser mon organisme de formation pour aller faire de la publicité. Donc on serrait les fesses, passe-moi l'expression, mais sur un terrain déontologique, parce qu'à l'époque, voilà, la profession ne nous permettait pas de ça. Aujourd'hui, tout est permis, enfin en tout cas dans le cadre des règles. Mais voilà, donc donc je regrette pas. Donc voilà, il y a aussi le fruit du hasard aussi à chaque fois. C'est intéressant de voir quand même que, c'est quand même la base de tout. Et pourquoi ? Parce que comme tu le dis, après derrière, recommandations, on te retrouve par ça. Est-ce que tu as des clients qui te disent en fait, je suis venu vers vous parce que vous êtes le seul qui fait ça, ou vous êtes la personne qu'on m'a conseillé? C'est là que depuis 2 ans que j'ai entrepris ce virage sous les conseils de Jérôme Anomia. C'est qu'aujourd'hui, j'ai des appels entrants, je ne te mens pas, 1 à 2 fois par jour, de gens. J'ai vu que vous étiez spécialisé dans le travail temporaire. Enfin, j'ai même parfois du mal à répondre aux demandes. Alors, elles ne sont pas toutes satisfaites, mais c'est un truc de dingo. Je ne pensais pas qu'il était possible, en affichant clairement son positionnement, d'avoir un retour investissement aussi clair. Alors évidemment, derrière, en parallèle, je communique sur les réseaux sociaux, LinkedIn, donc tout ça, il y a aussi un travail en parallèle, mais je recommande à mes confrères, en tout cas, de réfléchir à cette approche sectorielle et de ne pas avoir peur, comme je l'ai fait pendant 20 ans, de dire que si je m'affiche étant spécialisé dans ce secteur-là, eh bien automatiquement, je perds tout le reste. Je ne le pense pas, en tout cas, ça c'est pas vérifié pour moi. Je pense que tu as dû avoir... Alors nous, ça va, on a quand même beaucoup... Enfin, on a de temps en temps des coachs, d'autres personnes, mais on est quand même... Et puisque c'était dès le départ, je pense que déjà, ça facilite les choses. Et moi, de toute manière, je renvoie tout ce qui m'a... Finalement, ça ne m'intéresse pas, parce que je sais que je perds du temps à m'occuper d'autres gens. C'est-à-dire que si un restaurant qui m'appelle en me disant « j'ai beaucoup aimé le site que vous avez fait, parce que c'est mon pote qui est avocat, et c'est top, je vous prends contact avec vous, je fais tout de suite. Je ne connais pas vos problèmes, je ne connais pas vos besoins, je vous file à quelqu'un d'autre. » Parce que je sais que si demain il y a 2-3 avocats qui me contactent, si je suis en train de m'occuper encore du site de restaurant parce que ça me prend beaucoup plus de temps, parce que je ne connais pas les problèmes, voilà, il y a aussi une histoire de mon positionnement. Après, il influe sur mon process de gestion des clients. Et donc, quand tu as une agence d'emploi, tu connais les problématiques. Moi, je te donne mon parcours client. Je suis venu te voir, non pas parce que c'est Anomia qui m'a recommandé, parce qu'après tout, il y a quand même pléthore de prestataires. C'est ce qui m'a séduit, c'est parce que tu connaissais la particularité et l'environnement des cabinets d'avocats. Sinon, j'y serais jamais venu. Ou peut-être si j'avais par personne interposé. Mais en tout cas, ça a été le fait générateur de mon choix d'achat. Ça a été ce positionnement. Mais bien sûr, aujourd'hui, c'est clair. Et toi, dans ton process justement client, est-ce que tu as vu une accélération de la gestion de ces derniers tu connais les problèmes, on audite. Finalement, très vite, on sait quelles sont les problématiques. Mais bien sûr. C'est là que c'est une puissance de frappe phénoménale. C'est-à-dire qu'on s'est identifié tout de suite le profil, on s'est identifié tout de suite les besoins, et on va à une vitesse absolument phénoménale. Et d'ailleurs, ça rassure aussi l'interlocuteur, le prospect. Il dit je suis tombé à la bonne adresse, c'est quelqu'un qui connaît mon truc. Alors, ça ne veut pas dire qu'on fera affaire ensemble, parce qu'il y a aussi une relation intuitu-personnée, heureusement. Mais en tout cas, non, on va à une vitesse incroyable. Et surtout, c'est que on a pu avoir des gains de productivité extrêmement importants dans la production. On va parler un peu chiffon, mais c'est-à-dire que comme c'est des problématiques qu'on a déjà traitées pour 10, 15, 20 clients, on va beaucoup plus vite, forcément, pour les autres. Donc on peut effectivement traiter par rapport à un confrère qui est techniquement très bon mais qui ne connaît pas les subtilités, on ira beaucoup plus vite là-dessus. Tu as un peu des confrères justement qui se disent moi je sais pas mon truc, je l'envoie tout de suite à Vincent. Oui, ça m'arrive. Ouais. D'ailleurs, chez mes clients,
je suis souvent, je ne dis pas en concurrence, mais on copartage des clients avec des confrères spécialisés en droit social. Lui, il s'occupe du contentieux classique, etc. Il sait très bien faire. Et moi, sur les particularités, je dirais, de l'activité de travail temporaire. On vient de chercher en tant que spécialiste. Exactement. Et je dirais la coexistence se fait très très bien. Il n'y a pas, je vais chercher à te piquer. Parce que tu enlèves cette partie-là. Exactement. Tu peux pas aller. En fait, de toute manière, ça ne t'intéresse même pas. Et tu préfères limite qu'ils Non, reviennent. parce qu'on ne peut pas être partout. Sinon, je vais doubler. Mais c'est ça aussi que beaucoup se disent, c'est je vais perdre des trucs, mais en fait, si tu as déjà 10 clients, t'es mort. Tu peux même pas t'en occuper parce que t'es pas capable de les gérer. Si en plus, effectivement, tu dois remettre le nez dedans à chaque fois et recomprendre des problématiques, tu perds un temps fou. Parce que gérer une croissance, ça peut pas être un problème de riche, mais c'est un sacré problème qui est peut-être aussi important qu'un cabinet ou une organisation qui a justement des difficultés. C'est pas si simple que ça d'absorber une crise de croissance. Évidemment, je préfère être dans ce scénario que de l'inverse. Mais comment tu as géré ça justement ? Alors, qu'est-ce que tu entends par crise de croissance pour que ce soit clair pour tout le monde ? Quand tu doubles, si tu veux, ton effectif, ça ne s'accompagne pas que d'un changement de locaux, ça s'accompagne de tout. Et donc, je me suis fait accompagner, il faut être très clair. Là aussi, il faut avoir l'humilité de dire, c'est pas mon job. J'ai beau avoir une casquette de DRH, de DAF, d'avocat et tout ce que tu veux, il y a un moment, voilà. Et donc, pour rien te cacher, je me suis fait accompagner par Anomia. Et ça, je ne regrette absolument pas. Ça a été un gros investissement financier, mais... Là, aujourd'hui, j'ai un retour sur investissement qui est énorme. Donc, et c'est pas parfait encore. Il y a encore des accompagnements supplémentaires. Là, je suis en train de mettre en place, on va être un des tout premiers, en tout cas chez les clients Xelia, un dashboard financier, mais exceptionnel. J'ai eu une présentation de la V2 ce matin, mais c'est une machine de guerre. C'est-à-dire que là, je pilote. Un peu, effectivement, c'est pas mal. C'est super top. Et ça, tu vois, par exemple, c'est des... Alors, c'est pour un autre type d'avocat, ça ne va pas être celui qui va se lancer, etc. Parce qu'au début, financièrement, tu gères tes trucs, c'est pas compliqué. Mais dès que tu commences à embaucher et à avoir pas mal de charges, c'est intéressant. Est-ce que le fait de mettre le nez dans les chiffres, ça pareil, ça t'a permis d'aller beaucoup plus loin en termes de développement, pour justement mieux gérer ton afflux client par le recrutement ? Il est essentiel quand tu es à la tête d'une entreprise, quel que soit, que tu vends des choux, des carottes, de la prestation juridique ou comptable, tu as besoin d'avoir des indicateurs. Les indicateurs, en tout cas ce qui me concerne, c'est le nombre de dossiers que tu ouvres chaque semaine, le nombre de clients que tu crées, le chiffre d'affaires. Bien évidemment, le chiffre d'affaires, c'est un élément parmi d'autres. C'est aussi par centre de profit, c'est-à-dire les centres de profit, chez moi, c'est par exemple les contentieux, accidents du travail, maladies professionnelles, les contentieux prud'homaux, les abonnements, les trucs, la lettre d'information juridique. J'avais besoin de savoir quel est le poids de chiffre d'affaires pour savoir s'il ne faut pas que j'appuie sur un bouton. J'ai pu constater sur la V2, parce que j'avais toutes ces données. Le problème, c'est que tu ne peux pas les traiter, mais là, j'ai en visuel un donné. J'ai identifié qu'un centre de profit était à la peine, alors que j'étais persuadé de l'inverse. Donc là, ça me permet de dire, là, il y a un problème en interne, donc on va organiser ça. C'est un outil de pilotage absolument essentiel que tout chef d'entreprise, quelle que soit l'activité, devrait avoir. Alors, on a toujours des tableaux Excel, mais enfin, on a autre chose à foutre que d'aller saisir des tableaux Excel. Là, c'est des flux qui sont actualisés en permanence. Alors là, ça s'est fait à partir d'une donnée qui est la donnée du logiciel métier Diapaz, qui est une machine de guerre absolument incroyable. Il y a la data partout. Mais il y en a tellement partout que tu ne pouvais même pas la traiter. C'est difficile de la gérer. C'est un petit peu le problème, mais du coup, ça est en train de s'améliorer avec ce type de d'outil. Je suis ravi du travail. Et c'est de se dire, en fait, là, on a effectivement un problème sur cet aspect-là, j'ai de quoi recruter, on lance le truc. Et effectivement de voir là où ça pêche et peut-être te dire ici on coupe quoi. Bien sûr. Puis à l'instant T, tu as la trésor quoi. Tu n'es pas obligé de te connecter sur les 4 ou 5 comptes bancaires de toutes les sociétés. Là j'ai un instant T effectivement la trésor. Un instant T le nombre d'encaissements parce que j'ai des fonctions support qui saisissent les encaissements, mais je vais pas regarder en permanence ce qui était encaissé. Donc là un instant T je sais exactement pour pouvoir mettre un coup de booster. J'ai la liste j'ai fait mon propre tableau, la liste des 50 plus grosses factures impayées. Donc ça, j'ai vu des trucs, je pensais que c'était payé, c'était pas payé. Enfin, waouh, c'est clair. Et puis c'est intéressant parce que tu vois, j'ai plein de. Je pense que toutes ces données-là, alors j'imagine qu'à terme, il y aura même des indicateurs en disant vous êtes capable de recruter ça, vous êtes capable de faire ci, vous êtes capable de faire ça. Et tu as plein d'avocats, moi, qui me disent je suis débordé, je suis à 150 000, 200 000.
ouais, je peux pas recruter. Mais sûr que si, au contraire, c'est maintenant. Et en fait, tu vas commencer à développer, tu vas pouvoir relâcher, tu vas prendre du recul, tu vas pouvoir. C'est souvent en plus des gars un peu entreprenants. Ouais. Et ça va permettre ce type d'outil. Alors là, peut-être que c'est une trop grosse machine pour des cabinets plus modestes. Encore que ça dépend de la maturité. Je pense qu'à partir de 3-4 personnes, ça commence à être intéressant. Bien sûr, c'est clair. Et puis moi, on m'a toujours dit, et ça se vérifie, avant j'avais l'approche inverse, n'attends pas d'être sous l'eau avant de recruter. Ouais. Et ça se vérifie, le fait de recruter génère du business, automatiquement. Mais il faut avoir des indicateurs, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le chiffre d'affaires, tout le monde est focalisé sur ce que j'ai facturé. C'est une énorme connerie, il y a plein d'autres indicateurs, comme le nombre de clients enregistrés, le nombre de dossiers créés. En fin de compte, c'est multifactoriel. Et là, dès qu'on sent qu'il y a des prémices, paf, là il faut déclencher effectivement la décision de recruter. Et pour doubler ton effectif, parce qu'on peut en parler aussi un peu de recrutement. Pour moi, le recrutement, c'est une forme de marketing, parce que tu dois plaire à des jeunes qui sont ambitieux. Plus tu prends des jeunes ambitieux, des personnes ou même des plus vieux, peu importe, mais des bons profils, il faut les attirer. Donc c'est de l'image, c'est comment tu allais chercher ces personnes-là, sachant que je sais que c'est pas forcément simple lorsque on n'est pas les grosses têtes du Légal 500. C'est comme ça que les gens vont chercher des cabinets. Comment tu as fait pour trouver Alors déjà, effectivement, ça a été très compliqué parce qu'on était sur notre marché de droit social en concurrence avec des candidats qui prospectent chez les plus gros du marché. Ouais. Donc il fallait faire marcher, comme on dit, la fameuse marque employeur. Ouais. Donc qu'est-ce qui nous différencie ? Mais je serais tenté de dire que ça, on était plutôt à l'aise. C'était surtout trouver les candidats. Parce qu'aujourd'hui, tu diffuses une offre sur le village de la justice. Il y a 15 ans, tu avais 3000, je plaisante, au moins 200 candidatures, et tu faisais ton marché là-dedans. Là, si tu en as 5, et encore qualifiés, ça c'est un autre débat. Donc, j'ai eu recours au service d'une structure qui dépend d'Anomia, donc Eva. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Elle nous a trouvé effectivement des profils. Alors ça aussi, on m'avait dit, mais fais marcher aussi les primes de parrainage. J'ai dit aux collaborateurs, parce que je leur ai dit, mais essayez de trouver dans votre 2000 entourage. balles pour ceux qui... Ah non, mais j'ai dit 3000. Ouais, le lendemain, j'avais la candidature. C'était incroyable. Okay. Ça marchait 2 fois. C'est une bonne idée. Bon, donc, ok. Et puis c'est là, pas cher, 3000 euros. Alors, c'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est 3000 euros, c'est pas cher pour un recrutement. Non, quand tu connais les honoraires, effectivement, d'un cabinet de chasse, c'est pas cher. Et puis surtout, c'est que pendant ce temps-là, tu rames pas parce que tu attends la personne. Parce que pendant ce temps-là, tu bouffes ta croissance. Ouais, bien sûr. Donc, on fait comme les copains, le réseau, des structures spécialisées. C'est un vrai travail de ce que déjà devoir développer la boîte. C'est vrai que c'est dur quand on est chef d'entreprise de se dire bon là, il faut que je mette 3-4 heures de mon temps à chercher des gens, alors qu'en fait, c'est pas possible. Tu rêves que ça vienne tout seul, mais effectivement, c'est bien de le dire et de voir comment tu arrives à justement des petites techniques pour amener du beau monde. Trop bien. Alors quelle est un peu parce que du coup tu as créé maintenant un bel écosystème. Quelle c'est un peu la suite pour toi ? Est-ce que déjà c'est de bien structurer la suite et puis ensuite de t'ouvrir à d'autres marchés, ou est-ce que tu veux rester sur les agences d'emploi parce qu'il y a beaucoup trop à faire encore ? Comment tu te sens par rapport à ça ? Un peu les deux. D'abord, c'est de conforter un petit peu parce que c'est pas le tout de doubler. Il faut la machine est un peu tanguée, il faut la customiser pour l'avenir. Mais pour autant, il ne faut pas rester statique parce que les choses vont très vite. Donc, comme je te l'ai indiqué tout à l'heure, je me suis dit il faut s'ouvrir aussi à des métiers limitrophes, des cousins germains. Donc, j'ai parlé des tiers employeurs, portage salarial, groupement d'employeurs, entreprises à temps partagé et autres. Et j'ai fait le pari aussi, elle est arrivée ce matin, de créer un partenariat avec une consoeur qui a le même âge que moi. On est amis et on s'est connus dans notre promotion du magistère de droit social, donc Karine Isel, qui est venue chez nous. Alors, elle vient avec sa compétence, qu'elle a plus de 25 ans de barreau, mais surtout, c'est qu'elle vient aussi avec ses clients qui ont une particularité, c'est les établissements médico-sociaux. Okay. Alors, quel est le rapport entre médico-sociaux et les entreprises travail temporaire ? C'est qu'on a de plus en plus d'entreprises travail temporaire qui délèguent du personnel dans ces structures, dans ces modèles d'industrie qui nous sont totalement inconnus. Enfin, en tout cas, c'est complexe pour nous de l'appréhender. Donc, il y a quelque chose à faire. De créer effectivement des passerelles entre modèles d'affaires ou modèles économiques qui,
a priori n'ont pas de lien, mais si, ils ont des liens, parce que les entreprises travaillent temporaires détachent dans les entreprises de l'agroalimentaire, le transport, le médico-social, le médical, et autres. Les SMS, en plus, ils ont du mal à recruter pour le coup. C'est une vraie galère. Exactement. Donc je me dis effectivement que tout ça a du sens. Bon, évidemment. Il va falloir réussir à en créer quelque chose de clair et de linéaire pour tout le monde. Donc là, il aussi en termes de com, il y aura un sujet. Maintenant, oui, ça va peut-être être un autre nom, une autre marque, ou alors un truc détaché sur... Ou un département, je ne sais pas. On va réfléchir, mais enfin, déjà, on a quoi faire. Non, c'est clair. Là, je connais ce secteur parce que je bossais là-bas. Avant, j'étais à l'EPNAC, qui est une structure dans ce domaine-là, et ouais, c'est l'enfer. Ils galèrent. C'est l'enjeu aujourd'hui, c'est la marque employeur pour ces boîtes-là. Et aujourd'hui, ils ne connaissent pas la crise, alors sauf effectivement contraction des budgets, parce que c'est des budgets publics. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, ils ont des besoins extrêmement importants. Ok, très intéressant. Qu'est-ce qu'on te souhaite, à toi, à titre personnel? Bon vent. Bon vent, et puis surtout, effectivement, je touche du bois. Ça fait 8 ans que je n'ai pas eu une seule démission. Magnifique. Je touche du bois, mais... Allez chez Vincent, on s'y sent bien. Non, mais il n'y a pas de meilleur chiffre en termes de marque employeur. Bien sûr. 8 ans. Parce que c'est pas le tout de faire effectivement, mais il faut innover. Ouais. Et je pense que le fait d'innover, faire confiance aussi aux collaborateurs, je ne suis pas là pour fliquer, toutes les travers de ces grosses structures. Je ne dis pas que c'est le paradis, on ne va pas se raconter ça, il n'y a pas de paradis sur Terre en tout cas. Mais en tout cas, moi qui suis passé par ces grosses structures, on apprend beaucoup, mais il y a des plus jeunes profils qui ne veulent plus effectivement d'un mode de management quand même assez brutal, assez agressif. Et donc, ils se sentent bien chez moi. Maintenant, attention, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Ouais, bien sûr. Ça va très vite. Mais bon, c'est des challenges au quotidien. Tous ceux que j'ai croisés se sentent très bien chez toi. Bon, les retours que j'ai eus. Merci Vincent. Merci Louis. À bientôt.